Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Panel Hebdo, votre magazine d'information sur Télé Sud, Global, Africa. Panel Hebdo, l'actualité revue et revisitée par les chroniqueurs invités à nous livrer leurs commentaires, analyses, décryptage et aussi leurs humeurs sur les grands faits de l'actualité en Afrique et dans le monde. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Alfred Sangolokoro, bien sûr. Alfred, bonjour. Bonjour Francis. Maître de conférence à la Sorbonne. Également avec nous, Grégory Sileni, qui est revenu de Madagascar, il me semble. Vous étiez en Tananarivo pendant cette dernière semaine, chaude semaine d'ailleurs. Chaude semaine, bonjour Francis, oui. Bonjour à tous les téléspectateurs. La semaine précédente, Alfred était en Guinée équatoriale. Vous voyagez beaucoup. Et Gracien qui n'était pas au Rwanda. Bonjour Gracien. Gracien Okindikiza, analyste politique. J'ai présenté Grégory, cofondateur de Madagascar Média. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui avec nous Malik Konaté, mon confrère Malik Konaté, bonjour. Bonjour. Malik Konaté, journaliste, éminent journaliste du Mali. Comment on peut qualifier votre situation aujourd'hui? En exil? Oui, on peut dire comme ça. On peut dire en exil, très clairement. Oui. Oui. Évidemment, vous êtes, on peut vous lire abondamment sur plusieurs supports, notamment sur les réseaux sociaux, où vous publiez régulièrement, on va dire, des informations presque de breaking news sur la situation au Mali. Et vous êtes un peu le poil à gratter pour rester sobre, le poil à gratter de la junte avec qui vous ferraillez quotidiennement, il faut bien dire ça. C'est bien ça. Oui. En tout cas, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous recevoir. Trois sujets analysés, commentés et débattus dans cette édition de Panel Hebdo, suite de notre décryptage de la situation en cours au Mali, où la population subit toujours les effets du blocus sur les importations de carburant imposés par le groupe de soutien de l'islam et des musulmans, le Jessim Oujnim, affilié à Al-Qaïda. Face à cette situation, difficile de percevoir les réponses du pouvoir militaire de Bamako. Plus que jamais, la question se pose, quelle sera l'issue de ce djihad économique? Nous en parlerons dans cette émission. Également dans cette édition, la Tanzanie confrontée à la plus grave crise politique et sociale depuis l'instauration du pluralisme politique dans ce pays. Au moins 1000 personnes tuées lors de manifestations contre la confiscation du processus électoral par la chef de l'État, Samia Suluhu Hassan, élue fin octobre avec 98% des voix au terme d'une présidentielle de tous les dangers. Nous allons y revenir dans cette édition. Et enfin, nous ferons le point sur la situation à Madagascar, où un nouveau gouvernement a été formé fin octobre. Ce gouvernement pourra-t-il tenir les promesses de la révolte de la génération Z qui a provoqué la chute de l'ancien régime? Les jours d'après la révolte Gen Z, nous en parlerons également dans cette édition de Panel Hebdo. Premier sujet donc, quelle issue au djihad du carburant au Mali et plusieurs pays, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, l'Australie notamment, ont demandé à leurs ressortissants présents au Mali de quitter sans délai le pays. L'ambassade des États-Unis à Bamako invite ses ressortissants ayant choisi de rester à élaborer des plans d'urgence incluant la possibilité d'un confinement prolongé. Selon cette ambassade, je cite, les perturbations continuent dans l'approvisionnement en essence et en diesel, la fermeture d'institutions publiques comme les écoles et universités à travers le pays, ainsi que le conflit armé en cours entre les forces gouvernementales et des terroristes dans les environs de Bamako, contribuent à accroître l'imprévisibilité de la situation sécuritaire dans la capitale. Fin de citation. Alors, je me tourne vers vous, bien sûr, Malik Konaté. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément comment se présente la situation à l'heure actuelle au Mali et à Bamako précisément? Bon, en fait, on peut dire que la situation a amélioré depuis le lundi passé, parce qu'il y a eu quand même un convoi qui est rentré le lundi matin, 4 h du matin, presque 200 et quelques citernes. Et hier aussi, il y a eu aussi d'autres convois qui sont rentrés. Hier, donc mercredi, puisque nous enregistrons le jeudi. Exactement, à Bamako. Donc, on peut dire que la situation a un peu amélioré par rapport à l'approvisionnement du district de Bamako, surtout la capitale. Mais les autres régions, telles que la région de Mopti, aujourd'hui, ça fait presque 1 mois ou 2 mois. Ils n'ont pas de carburant, ils n'ont pas d'électricité. Sans aussi la même chose. La région de Ségou, pratiquement la même chose. Et la région de Sikasso, on peut dire que la situation s'améliore de jour en jour. C'est-à-dire ça en fonction du ravitaillement du convoi, parce que la plupart du convoi quitte Abidjan pour Bamako, parce que, comme vous le savez, la route Bamako Kayi est
impraticable. Donc les opérateurs, surtout les pétroliers, se sont retournés vers Abidjan. Et les citernes qui quittent Abidjan pour Bamako, d'autres passent par Kadiana, d'autres passent par Zégoua. Et ça fait de telle sorte que la région de Sikasso, surtout la ville de Sikasso, est ravitaillée à chaque fois, même s'il y a des pénuries de 1 jour, 2 jours. Mais quand même, cette ville quand même est ravitaillée. Mais aujourd'hui, l'accent est mis sur la capitale aujourd'hui. Parce que, comme on l'a dit, on a l'habitude de dire, même quand j'étais à Bamako, j'ai dit, Bamako, le Mali même se résume à Bamako. Parce que si Bamako n'arrive pas à bouger, c'est comme le pays à l'arrêt. Donc, on a senti même le blocus des djihadistes au moment où Bamako a senti vraiment qu'il n'y a plus de carburant dans les stations. Au début, ils ont commencé d'abord par les essences, parce qu'il y n'y avait pas d'essence, mais quand même, il y avait du gasoil. Et après aussi, les transports en commun. Il y a eu ce besoin-là. Donc, on a vu des Sotramas, surtout des transports en commun qui faisaient la queue autour des stations et aussi les transports interurbains, c'est-à-dire de Bamako à Ségou, de Bamako à Sikasso, etc. et tout, étaient tous pratiquement à l'arrêt parce qu'il n'y avait pas de gasoil, de carburant à Bamako. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'avec le changement, parce que l'État aussi, le gouvernement, les autorités militaires aujourd'hui à Bamako, ils ont quand même changé certaines têtes de l'armée, du commandement militaire, et ça a changé en fait la donne. On peut dire que ça a changé comme ça la donne, parce que depuis ce changement-là, on a vu qu'il n'y a pas pratiquement d'attaque contre les convois, même s'il y a des attaques, mais quand même les convois arrivent quand même à destination. Est-ce qu'on peut dire pour autant que le rapport de force entre l'armée malienne, l'armée nationale et les djihadistes du JNIM, que ce rapport de force est en train de basculer en faveur de l'armée Oui, pratiquement, parce que je pourrais dire comme ça, parce qu'avec l'intervention de vecteurs aériens à l'appui, tels que les drones, tels que aussi les hélicos et aussi les hommes au sol. Donc ça a fait de sorte qu'aujourd'hui, même si les djihadistes attaquent le convoi, comme j'ai l'habitude de dire aussi, ce sont des produits inflammables. Donc c'est facile aussi d'attaquer, même à distance, on peut quand même exploser ou même brûler une citerne. Donc c'est une citerne. Et une fois que cela arrive, souvent pratiquement les chauffeurs aussi paniquent. Et ils laissent aussi le volant pour se chercher. Et ça fait de telle sorte qu'ils attaquent les citernes pour brûler pratiquement une dizaine ou même une cinquantaine de citernes. On a vu des images passer. Donc aujourd'hui, cette donne a changé. La donne a changé parce que même si les djihadistes attaquent aujourd'hui les convois, on a vu que même le mercredi passé, entre Sikasso, dans les environnements de Sikasso, il y a eu une attaque, mais quand même les militaires ont quand même riposté cette attaque-là. Les djihadistes ont brûlé presque 2 ou 3 citernes et les autres convois ont quand même acheminé vers la région de Sikasso et jusqu'à Bamako. Donc on peut dire aujourd'hui, la donne a changé de camp parce qu'avec l'appui, comme j'ai l'habitude de dire aussi, ces djihadistes-là, ils sont immobiles, ils sont quand même sur les motos et ils sont dans les brousses. Et c'est facile pour eux aussi d'attaquer ces convois-là, parce que ces convois à presque cinquantaine de citernes ou soixantaine de citernes, c'est facile d'attaquer cela. Et avec l'appui aérien, ça peut servir ceux qui sont au sol. Et une fois que ça arrive, ça dissuade aussi les djihadistes aussi et ça permet à l'armée de continuer toujours le convoi. Au début, on avait beaucoup plus d'interventions aériennes au centre et au nord parce que là-bas, c'était comme le trophée en quelque sorte, surtout la région de Kidal. Aujourd'hui, la région de Kidal est brandie comme un trophée aujourd'hui, trophée de guerre, en disant que oui, même si les militaires n'ont rien fait, mais quand même, ils ont libéré la région de Kidal. Donc, les drones, les vecteurs aériens étaient vraiment focalisés sur ces régions-là pour quand même sécuriser, parce que quand même, il y a d'autres ennemis aussi qui guettent cette région-là. Donc, de contrôler cette région et ensuite revenir vers le sud aussi, escorter aussi les citernes, ça fait de telle sorte qu'aujourd'hui, l'armée est sur plusieurs fronts. D'accord. Et ça affaiblit en quelque sorte la stratégie et ça affaiblit en quelque sorte aussi l'achèvement de ces. Mais on peut dire quand même que les choses ont changé depuis quelques jours de cela. Donc la situation pour les populations de Bamako s'est améliorée, il y a un début de soulagement, vous voulez dire? Oui, on peut dire qu'il y a un début de soulagement. Oui. Cela ne veut pas dire que la situation a complètement améliorée. Mais quand même, avant, on voyait quand même des files d'attente dans les rues de Bamako, et même aux abords même de Goudron. On voyait quand même
pas mal de mécontentement. Même les réseaux sociaux, les gens filmaient, ils mettaient ça sur les réseaux sociaux. Mais actuellement, la circulation commence à reprendre son cours normal. Quel est exactement l'objectif du JNIM? Asphyxier Bamako, certes, ça, on l'avait compris, mais au-delà de cet objectif, que cherche exactement le JNIM? Parce que bon, il y a des messages qui ont été envoyés, le JNIM donc, qui promet la charia sur l'administration prochaine, etc. Selon vous, voilà, comment peut-on projeter, je dirais, les buts de guerre en quelque sorte du JNIM? Bon, aujourd'hui, par rapport au blocus de citernes, je pense que les djihadistes, surtout le JNIM est sorti, ils ont expliqué cela. Pourquoi ils ont instauré un blocus contre les citernes? Et ils ont expliqué en se basant sur une décision de certaines localités, parce que je ne pourrais pas dire que c'est une décision du gouvernement, parce que c'est les gouverneurs, des préfets qui ont pris cette décision d'interdire le transport des hydrocarbures en bidon. Donc, raison pour laquelle, JNIM, pour eux, on est en train d'interdire le transport de ces bidons-là pour servir aussi les villageois, surtout les villages environnants, etc. Et tout. Donc, pour eux, c'est une manière aussi d'imposer sous forme d'embargo sur ces villages-là. Donc, ils n'accepteront pas cela. Raison pour laquelle ils ont demandé, tant que ces décisions ne sont pas levées, et aussi ils vont mettre le blocus. Si ces villages ne sont pas servis en carburant, oui, eux aussi ils ne vont pas accepter que le carburant rentre à Bamako. Raison pour laquelle ils se sont attaqués aux citernes. La deuxième chose qu'ils ont pris comme décision, ça c'est par rapport aux ressortissants de la région de Kaï et aux ressortissants aussi de Nioro du Sahel. Et à un moment donné, ils avaient fait une vidéo dans laquelle ils ont expliqué en disant à chaque fois quand il y a un conflit entre eux et l'armée malienne, que la population civile ne s'en mêle pas. Raison pour laquelle, quand ils ont attaqué la région de Kaï, je pense qu'il y a eu plusieurs attaques simultanées. Kaï-Ville, Nioro du Sahel, je crois que c'est Standaré, mais quand même, il y a eu quand même une attaque simultanée à l'époque. Et la population de Kaï est sortie pour appuyer l'armée malienne à quand même éradiquer ou même chasser ces djihadistes-là, ou même traquer ces djihadistes-là dans la ville de Kaï. Et ça a été le même cas aussi dans la région du Nioro du Sahel. Donc après cela, ils ont dit, comme nous avons averti en disant que la population civile ne doit pas se mêler, la guerre entre nous et aussi l'armée malienne, mais comme vous vous êtes mêlés dans cette situation, désormais, tous les ressortissants de la région de Kaï ne passeront plus de Kaï à Bamako ou de Bamako à Kaï. Oui. Et vice-versa aussi pour la région du Nioro du Sahel. Et raison pour laquelle sur ces tronçons-là, à chaque fois quand ils arrêtent des bus, ils contrôlent les pièces d'identité. Quand ils voient, automatiquement, tu viens de la région de Kaï, tu es automatiquement enlevé. Quand tu viens aussi de la région de Nioro du Sahel, tu es automatiquement arrêté. La troisième chose qu'ils ont pris au début aussi, ça c'était par rapport à la compagnie Jara Transport. Et c'est là aussi, ils ont dit, en disant que cette compagnie aussi était complice de l'État, qui dénonçait des éventuels suspects, djihadistes, etc. Et tout. Donc pour eux, ils sont en complicité avec l'État. Donc, ils ont interdit aussi cette compagnie-là de circuler entre Bamako et les différentes régions. Même si tout récemment, ils ont fait une autre vidéo pour lever cette sanction et cet embargo contre cette compagnie-là. Donc, en gros, c'était ça leur objectif. Maintenant, astifier Bamako, peut-être que c'est à cause de tout cela, ça permet de telle sorte que pour qu'eux aussi puissent mettre la pression sur Bamako. Même à un moment donné, il y a eu des négociations. Il y a eu quand même des négociations, que ce soit le JNIM, que ce soit l'État malien. Alors qui négocie avec qui? Parce qu'on en parle de négociations. L'État malien. L'État malien, le gouvernement malien négocie avec les djihadistes pour trouver quand même, surtout la libération des otages. Parce qu'il y a quand même pas mal de combattants du JNIM qui sont à Bamako, qui sont arrêtés à Bamako, qui sont en prison. Il y a pas mal aussi des militaires maliens aussi qui sont arrêtés. On a vu des vidéos aussi du côté du JNIM. Donc des négociations pour faciliter la libération de ces otages-là et ensuite lever le blocus. Mais à un moment donné, quand les négociations sont arrivées par rapport à la libération des otages, il paraît que le JNIM a quand même proposé une liste des personnes qui doivent être libérées du côté de Bamako. Et Bamako a proposé une contre-liste JNIM, et JNIM pour eux, peut-être que la liste qu'ils ont envoyée, ce sont des gens qui ont été exécutés par Bamako. Donc, raison pour laquelle ils ont dit qu'il n'y a plus de discussion. Tant que cette liste n'a pas été validée, il n'y a plus de discussion. Donc, ça, on peut dire en quelque sorte les négociations ont foiré à ce niveau. Donc,
Du coup, le GNIM continue toujours dans la même dynamique de s'attaquer aux citernes, de brûler des citernes, de bloquer toujours. Ils arrivent parfois à bloquer des convois. Ils n'arrivent pas aussi parfois à bloquer. Même, comme je l'ai dit, il y a les deux convois ou même 3 convois qui sont rentrés cette semaine-là. Quand même, ils ont essayé d'attaquer, mais l'armée malienne a pu quand même résister et acheminer ces convois-là jusqu'à Bamako. Est-ce qu'on peut en déduire, en vous écoutant, qu'aujourd'hui, de manière effective, ce territoire malien est co-géré par, d'un côté, une force étatique, c'est-à-dire l'armée malienne, et de l'autre côté, par les djihadistes, tout simplement? Oui, on peut dire comme ça, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, le GNIM a fait une vidéo dans laquelle ils ont dit toutes les femmes qui vont emprunter quand même ces transports en commun doivent être voilées obligatoirement. Mais aujourd'hui, quand les gens partent dans les gares de transport, on voit même il y a des revendeurs aussi ambulants qui vendent des voiles. Ah, les femmes achètent ces voiles-là. Oui. Et une fois qu'ils arrêtent aussi les bus, que ce soit les transports en commun, des sotramas, etc. et tout, ils fouillent. Ils essayent de vérifier est-ce que ces conditions sont respectées. On a vu des vidéos là où ils regardent même dans les cars, les femmes à côté, les hommes de l'autre côté, les femmes sont voilées. Donc on peut dire comme ça, même les citoyens, parfois l'État arrive à leur rassurer en disant ne les écoutez pas, nous sommes là pour vous protéger. Mais les citoyens se disent, mais à un moment donné, sur les tronçons, sur la route, etc. et tout, on voit que ces djihadistes-là. Donc si nous ne prenons pas en compte de ce que ces gens disent, nous risquerons d'être des victimes. Donc, raison pour laquelle les gens respectent les consignes, en quelque sorte, du GNIM. Donc, on peut dire qu'il y a deux. Il y a l'autre côté, l'État central, il y a l'autre côté aussi, il y a le GNIM aussi qui dicte ses règles, et il y a des citoyens qui respectent ces règles-là, parce qu'ils savent que les corridors aussi, il y a des djihadistes partout. On entend dire ces jours-ci également qu'il y aurait des acteurs politiques maliens qui auraient déjà intégré l'idée d'une conquête du territoire par le GNIM, et qui serait prêt, en fait, tout simplement, à admettre l'idée qu'un État régi par la charia soit instauré prochainement. Bon, cette question du GNIM en contact avec certains acteurs politiques, moi, je n'ai pas cette information. Peut-être que mon confrère qui a donné cette information, lui, il a beaucoup plus de détails, mais à mon niveau, je n'ai pas assez d'informations tangibles qui prouvent qu'il y a des acteurs politiques qui sont en connivence ou en contact avec le GNIM pour affaiblir Bamako. En tout cas, cela se dit. Oui, bien sûr. Comment vous expliquez ce silence des pays, je ne vais pas dire les pays africains, ne serait-ce que des pays voisins, sur la situation à laquelle le Mali est confronté actuellement? Moi, je pense que les pays voisins ont décidé de faire un retrait, en quelque sorte, surtout la CEDEAO. On a vu à un moment donné tout ce qui s'est passé à Bamako, tout ce qui s'est passé au Mali. On disait que la faute, c'est la CEDEAO. Et après, on a pratiquement tous nos voisins. Nous sommes en conflit avec nos voisins, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit la Mauritanie, que ce soit aussi l'Algérie. À un moment donné, on avait même commencé avec le Sénégal. Donc, pour dire aujourd'hui, peut-être que les autres aussi, ils attendent, parce qu'ils ne veulent pas être vus comme des bourreaux en quelque sorte. C'est ça. Ils ne veulent pas être mêlés dans une situation là où on les accuse déjà d'être des déstabilisateurs, en quelque sorte, de l'AIS. Donc, je pense que les voisins, ils observent. Mais tout ce qu'on fait, si le Mali tombe, si l'AIS tombe, les voisins aussi, ils doivent s'attendre, parce que quand même, le djihadisme, ce n'est pas seulement un pays. Voilà, on a vu ailleurs, ça peut se propager dans la sous-région, etc. Et tout. Je pense que chacun essaie de prendre son côté, ses dispositions, pour pouvoir se protéger. On a vu pour le Sénégal, il y a eu le ministre de la Défense qui a fait un tour à Bamako. Il y a eu quand même des patrouilles conjointes entre l'armée malienne et aussi l'armée sénégalaise vers la frontière Mali-Sénégal. Et aussi, il y a eu des discussions. On a à un moment donné, même le pays, quand on quitte le Mali, on va le Burkina Faso. On a vu le ministre de la Défense ivoirien et aussi en contact aussi avec les autorités burkinabées à un moment donné. Il y a eu quand même des patrouilles dans les différentes frontières. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, les voisins, ils attendent voir. Parce qu'au début, ils voulaient se mêler dedans. On a dit que non, vous êtes là pour nous déstabiliser. Oui, ils ont été accusés même d'entretenir des terroristes sur le sol. Ils vont s'asseoir pour regarder maintenant la situation de l'Algérie aussi, comme vous le savez, avec l'imam Mahmoud Dicko, qui est actuellement en exil en Algérie. Ça fait de telle sorte qu'eux aussi, avec l'histoire de drones, il y a quand même des tensions entre les deux pays. Donc, je pense que c'est les pays voisins, ils observent,
Ils essaient de voir, le jour où on leur fera appel, ils viendront nous aider. Donc il y a un risque d'isolement quand même du Mali, voire de l'AES, Ouais. des 3 pays de l'AES. C'est clair aujourd'hui parce qu'on est pratiquement, on n'est pas dans la CEDEAO. On a quitté la CEDEAO, on a quitté la CPI, on a quitté la francophonie, on a quitté pas mal d'organisations. Donc aujourd'hui, nous-mêmes, on décide de quitter. Si je dis nous-mêmes, on décide, je suis malien. Donc on décide de quitter. Donc si on décide de quitter, bon voilà, les autres aussi, ils ne peuvent pas faire autre chose que de nous observer. Sauf si le jour où on décide de venir vers eux, de demander l'aide pour qu'ils puissent venir nous aider. Une dernière question avant d'écouter les débatteurs, les chroniqueurs. Est-ce que vous auriez imaginé, vous, il y a 5 ans, au moment du coup d'État, que 5 ans plus tard, la situation sécuritaire serait aussi dégradée? Je n'allais jamais imaginer que la situation allait être comme ça aujourd'hui. Dire qu'aujourd'hui, à Bamako, que les gens n'arrivent pas à avoir le carburant, que les écoles sont fermées, que même pour quitter Bamako, pour aller à Ségou, il faut prier pour arriver à destination. Quand j'étais à Bamako, pratiquement tous les week-ends, mes amis ils savent, pratiquement tous les week-ends, j'étais à Ségou. Si je n'ai pas d'autres reportages à faire dans d'autres régions, je suis à Ségou. Parce que la voie, elle est vraiment libre et aussi c'est facile à emprunter. C'est à presque 2h30 minutes maxi, tu es à Ségou. Donc aujourd'hui, de dire qu'on ne peut pas quitter Bamako pour aller à Ségou, sans pourtant prier, et ta famille aussi est toujours là pour savoir est-ce que vous êtes bien arrivé, est-ce que vous êtes bien arrivé. Donc, je ne pensais pas qu'on allait arriver à ce niveau. Ça, c'est le second aspect. Le troisième, l'autre aspect, avant, nous, on se plaignait de dire qu'on n'a pas d'électricité pendant 2 heures ou 3 heures de temps maxi. Aujourd'hui, on a de l'électricité 5 heures, souvent 4 heures de temps par jour. Officiellement, ils disent qu'ils vont nous donner 6 heures d'électricité par jour. Mais aujourd'hui, surtout les habitants, les clients, on voit sur le terrain 4-5 heures d'électricité par jour. Donc, et pas mal d'entreprises, que ce soit privées, qui sont fermées, qui ont fermé boutique et partir des étrangers, et même des Maliens qui ont fermé et partir. Et aujourd'hui, quand on regarde le taux de chômage, peut-être qu'il y a d'autres choses, il y a des chiffres de l'Organisation internationale du travail, etc. Mais sur le terrain, ceux qui sont sur le terrain, ils savent. Il y a pas mal de licenciements sur le terrain parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité et le groupe électrogène que les gens arrivent à alimenter aussi pour avoir du carburant, du gasoil pour pouvoir travailler, ça aussi on n'en a pas. Et pour avoir du carburant, pour mettre ça dans ton groupe électrogène, les gens partent dans les stations avec des bidons. On les interdit avec les bidons. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Aujourd'hui, j'ai vu une image. Et cette image, c'était quoi? On voit des groupes électrogènes qui sont alignés comme des véhicules aussi qui sont alliés dans les stations pour attendre du carburant. Donc, moi, je ne pouvais pas imaginer cela il y a 5 ans. Si tu me disais il y a 5 ans qu'il allait avoir cette situation à Bamako, j'allais dire non. Donc, la situation a dégradé par rapport avant le coup d'État. Et malgré qu'on est dans cette situation, quand même, les autorités militaires de Bamako, ils ont quand même acheté pas mal d'armements. Ça, quand même, c'est indéniable, c'est visible. Mais ces armements, on n'arrive pas à avoir l'impact de l'achat de ces équipements-là sur le terrain. C'est ça le truc. Dire qu'ils n'ont pas acheté, ça, c'est quand même faux et archi-faux, parce qu'ils ont acheté. On l'a vu le jour du 22 septembre. Ils ont acheté pas mal d'armements. Mais l'impact réel de ces armements-là, de ces équipements sur le terrain, on n'arrive pas à avoir clair sur le terrain. Parce que, et les Russes d'Africa Corps dans tout ça? Les Russes Africa Corps, c'est pour cela que j'ai l'habitude de poser la question, où sont les Russes? Parce que je me dis, aujourd'hui, les Russes, on a dit qu'on paye Africa Corps, on payait Wagner, on paye Africa Corps, c'est une société privée. Et cette société privée est payée. On ne voit pas l'impact sur le terrain. Mais il y avait d'autres forces étrangères qui étaient chez nous. Ils n'étaient pas payés, au contraire. Ils nous donnaient quelque chose, ils nous formaient, ils nous faisaient donner des équipements, etc. Et tout. Mais quand même, la situation n'était pas arrivée à ce niveau. Donc je me demande, la présence des Russes, c'est où? Si la présence des Russes, c'est récupérer Kidal, parce que d'autres disent, c'est là quand il dit c'est quoi le résultat de la présence des Russes à Bamako, ils diront que non, on a récupéré Kidal. Oui, on a récupéré Kidal. Les autres forces étrangères, quand ils arrivaient aussi à Bamako, quand ils arrivaient au Mali, les 2 tiers aussi étaient sous occupation. C'est ça.
la région de Tombouctou était occupée. C'est la charia islamique qui s'appliquait dans la région de Tombouctou. Pareil à Gao. Pareil aussi à Kidal. Et quand ils sont arrivés, ils ont chargé ces djihadistes-là de Kona, Gao, Tombouctou jusqu'à Kidal. Même s'ils n'arrivaient pas à nous donner Kidal totalement, parce qu'il faut le dire aussi, Kidal aussi, la gestion de Kidal a été un échec total. Il y avait un contentieux en tout cas. Mais non, il faut le dire clairement, ça a été un échec. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre. On a quand même chassé les djihadistes dans les grandes villes de Tombouctou et de Gao jusqu'à Kidal. Arrivé à Kidal, il y a eu un blocus quelque part. Et pour dire que non, il faut des conditions pour faire, même s'il y a des trucs politiques entre eux. Mais nous, en tant que citoyens, moi, en tant que journaliste, je ne peux pas comprendre que pendant 9 ans, la situation de Kidal allait rester comme ça. Mais pour au moins se rebondir, c'est que les soutiens de la Russie disent aujourd'hui, parce qu'on a récupéré Kidal, mais les autres aussi ont récupéré Gao et aussi Tombouctou. Parce qu'il y avait la loi islamique à Tombouctou, il y avait la loi à Gao. Donc on peut dire aussi, ils ont fait quelque chose. Donc si la région de Kidal, la récupération de Kidal seule suffit, on peut dire aussi la récupération aussi de la région de Tombouctou et aussi de Gao suffisait aussi pour dire aux forces étrangères qu'on a chassées qu'ils ont fait quelque chose. Les Russes sont toujours présents en tout cas. Ils sont toujours présents au Mali. Mais invisibles. Alfred. Oui, non, mais là, Konaté a bien brossé la situation présente du Mali. Mais moi, ce que j'observe, c'est que par rapport à cette situation-là, je crois que les djihadistes sont dans la guerre d'usure, guerre dans le temps, pour chaque fois porter des coups spectaculaires et on en parle. Et ça va pour montrer au pouvoir de Bamako qu'ils ont cette capacité de nuisance. Et d'ailleurs, ça vient d'être renforcé par les 50 millions de dollars que les Émirats arabes leur ont donnés pour la libération d'eux, et puis des armes pour 20 millions de dollars, d'après ce qui se dit. Et donc, ça montre effectivement la faiblesse, au fond, de Assimi Goïta et de ses amis de l'AES, pour qu'on arrive à paralyser pendant un moment tout Bamako. Effectivement, les fils le long des stations d'essence, c'était très impressionnant, et souci de mécontentement aussi pour la population. Mais une fois qu'on a dit cela, le problème reste entier. Le problème reste entier. Et peut-être qu'il faut reprendre les négociations pour qu'on sorte de cette situation. Tant qu'il n'y a pas de négociations, ça va être comme ça, des coups. Et puis on va en parler. Ça va affaiblir Assimi Goïta. Il va réagir comme il l'a fait. Et on se pose d'ailleurs des questions pour savoir, mais ils sont où les partenaires de l'AES? On ne les entend pas, on ne les a pas vus venir au secours d'Assimi Goïta. Les deux partenaires, vous voulez dire? C'est ça, voilà, le Burkina Faso et le Niger. On ne les a pas vus venir à la rescousse de Assimi Goïta. Niger a envoyé 100 citernes. Oui, mais ça, c'est après. Mais enfin, c'est le soutien contre, justement, le JNIM. Et ça montre effectivement la différence entre chacun de ces... Les problèmes qui sont propres à chacun de ces États de l'AES en interne, et la question de la coordination, parce qu'ils ont dit qu'ils vont coordonner, mettre en place des forces. Une force conjointe, oui. Exactement, pour lutter contre les djihadistes. Et ça nous renvoie à ce que Konaté vient de rappeler, quand il y avait Barkhane, Takuba et tous les autres. On n'avait pas cette situation-là, sauf à Kidal, où c'était la question, au fond... On entend très peu, finalement, les deux autres dirigeants de l'AES parler de ce qui se passe au Mali, quoi. Parce que le Mali, c'est un peu la maison mère, finalement, de l'AES. C'est quand même, je veux dire, c'est la matrice, en quelque sorte, de l'AES. Oui. Et on trouve, enfin, pour ne prendre que l'exemple du capitaine Ibrahim Traoré de Burkina Faso, qui s'exprime beaucoup. C'est ça. Alors, le sentiment que sur cette situation, en tout cas, il y a très peu d'isère. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi, le général nigérien. Il y a un Tiani que j'ai moins cité parce qu'il est moins bavard. Exactement, voilà, c'est vrai. Oui. Mais Ibrahim Traoré, effectivement, c'est une interrogation.
lui qui est si disert, comme vous le disiez Francis, qui se tait maintenant. Alors, certains ont dit qu'il y a des tensions entre ces dirigeants par rapport justement à la gestion de la lutte contre le terrorisme et la question de moyens, parce que même Tandja, mais il a appelé à la rescousse. Non, pardon. Tchani. Il a appelé au déploiement de ces forces, cette force conjointe, de ses vœux, mais jusqu'à présent, on ne voit pas cette force-là. Des effets d'annonce, quoi. Exactement. Bien sûr. Gratien, vous qui êtes spécialiste des questions militaires, exactement. Vous allez nous éclairer. Je voulais revenir sur ce point. Oui. Il y a une spécificité sur cette guerre interne au Mali, parce que il est hors de question de négociations politiques. Ce n'est pas un problème politique jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce niveau. Bien qu'il y ait un fond politique. Oui, absolument. Oui, mais aujourd'hui, c'est un problème militaire. Ce qu'Alfred dit qu'ils font la guerre d'usure, mais en réalité, quand ils font une guerre de cette façon, militairement, quand on fait la rébellion, on commence par fatiguer le pouvoir. Et à un certain moment, quand le feu est mûr, on laisse les villes, on prend la campagne, et à un certain moment, on assiège les villes et on récupère le pouvoir. C'est-à-dire que ils sont pas, ça dépend de leur façon de s'organiser, ils ne sont pas loin finalement du pouvoir. Les gens qui sont au pouvoir ne peuvent pas se dire... Est-ce qu'ils ont réellement... est-ce que l'objectif réel est de conquérir tout le Mali, d'administrer un pays? La question se pose. Oui, bien sûr. Parce qu'ils ont déjà tenté avant. Oui. C'est normal, sinon on ne fait pas la rébellion. Il y a une différence entre prendre des localités et un pays entier quand même, et l'administrer. On commence par prendre les localités et on administre les localités. Après, on essaie de prendre les villes. Oui, c'est vrai ce qui se passe aujourd'hui, on voit bien les islamistes et les rebelles ne sont pas si puissants que ça. Mais alors, il y a un problème qui se pose au niveau de l'armée. L'armée malienne a un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de bien longtemps. C'est une armée qui a été mal entraînée. Et aujourd'hui, les problèmes qui se posent souvent quand il y a un coup d'État, celui qui fait un coup d'État, c'est un militaire. C'est un clan qui s'impose par rapport aux autres clans. Ce n'est pas toute l'armée, contrairement à ce qu'on dise, ce n'est pas toute l'armée qui fait un coup d'État. C'est un clan qui s'impose aux autres. Et si on prend l'armée, il y a un besoin d'entraîner l'armée. Vous avez bien dit qu'il y a un équipement, mais cet équipement, on préfère confier aux étrangers qui viennent se battre, non pas à l'armée. Parce que si on arme l'armée en soi, on l'entraîne bien, c'est-à-dire qu'il y a d'autres clans qui peuvent remonter. Et le président, finalement, même s'il y a une menace extérieure, la menace principale, c'est lui, la survie. D'autant qu'on a déjà connu des coups d'État dans le coup d'État. Bien sûr, il peut développer, il peut avoir un autre coup d'État contre lui. Donc, il doit essayer de jongler. Tout récemment, on l'a vu justement. Oui, exactement, il y a une alternative. Entre se battre contre les rebelles, mais en même temps essayer de garder l'équilibre. Oui, exactement. Souvent, ce qu'ils font, ils arment, ils entraînent la garde prétorienne, la garde présidentielle. Or, ce n'est pas cette garde qui va se battre. Les gens qui vont se battre ne sont pas entraînés parce que si on les entraîne plus que la garde présidentielle, eh bien, il y a un danger. Et donc, du coup, en regard de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a une armée, mais on se dit, entraîner une armée, 2 ans, 3 ans, on peut entraîner une armée, la rendre vraiment très efficace. Et on ne voit pas vraiment ce qui se passe au niveau militaire. Aujourd'hui, on entend les gens se battre et en même temps, on ne voit pas le développement, par exemple, du renseignement. En fait, ce que vous expliquez, au fond, pour le dire prosaïquement, parce que vous dites qu'il ne faut surtout pas confier le pouvoir d'État à des putschistes, quoi. Exactement. Il faut que les putschistes se fassent rapidement et puis qu'ils partent. Oui, c'est vrai. J'essaie de faire plus simple que notre expert en questions militaires. Mais en principe, c'est ça. Oui. Donc, du coup, je pense, si jamais ils ne changent pas la façon de faire. Et autre chose, c'est qu'on n'a jamais vu une armée ou des mercenaires qui viennent de l'étranger se battre pour un pays. Ils sont payés. Ils sont très bien payés pour aller consommer l'argent, non pas pour mourir. Donc, jamais ce sont les Maliens qui vont se battre. Les Russes ne vont jamais se battre pour eux. Quels que soient les Colombiens ou autres, jamais. Ce sont les Maliens eux-mêmes. Il faut former une armée bien solide, capable de se battre. Même
s'il peut faire un coup d'État, c'est pas un d'autant problème. Et les Russes aussi, ils ont un autre agenda que l'agenda militaire, C'est évidemment. ça. Oui. Mais d'autant Il y a que aussi l'agenda économique. oui, d'autant que on se souvient des Wagnériens qui avaient été tués justement À Kidal. à Kidal. C'est ça. Tindawa. Un traumatisme pour Wagner, d'ailleurs. C'est ça exactement. Voilà. Pour terminer, pour conclure sur ce sujet, Grégory. Alors, moi, ce que j'observe, les autorités maliennes ont pris un coup, c'est sur le narratif. Parce que le narratif, finalement, des autorités maliennes se construit pour moi sur deux choses. Il y a les deux bastions, le bastion sécuritaire et le bastion économique. Eux, en fait, ils ne vont pas tant que ça améliorer les choses. Ce qu'ils ne veulent surtout pas, c'est qu'il y ait un effondrement sur le plan économique et sur le plan sécuritaire. Et c'est un peu ça qui fait nourrir le narratif. Et là, quand on a vu qu'il y avait Bamako qui était totalement étranglé, et là, la population voit de visu toutes les conséquences qu'il peut y avoir sur le plan économique et sécuritaire, bah, le narratif, là, il est totalement déconstruit. Et c'est pour ça qu'il y a un certain mutisme dans les États de l'AES, et on n'entend pas, Ibrahim Traoré, lui qui est si volubile, parce que là, il y avait, je pense, une certaine peur dans les États de l'AES. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu. Parce que tant qu'il n'y a pas d'effondrement sur ces deux bastions, le narratif peut toujours se poursuivre et on continue sur la rhétorique panafricaniste. On dit que ça ne marchait pas avant. Souverainiste. Exactement, que bien évidemment, tout ce qui était avant, Barkhane, les forces Takuba, G5 Sahel, ça ne marchait pas. Et nous, on arrive toujours à tenir, on est là et on est souverain. C'est les Maliens qui gèrent. Voilà, on va conclure sur ces mots-là. Mais juste avant de conclure définitivement, j'allais vous demander comment vous allez, Malik. Je me porte bien, même si il y a eu On s'en quand même réjouit. les réseaux des panafricains qui se sont activés ces 2 jours-là pour dire que je suis le porte-parole du JINIM. Ah oui, oui. On vous a donné toutes les casquettes finalement. Oui, finalement, ils disent que je suis, même quand il y a eu la tentative de coup d'État, de déstabilisation à Bamako, quand les généraux ont été arrêtés, ils ont quand même distillé des messages pour dire que j'étais le cerveau, en quelque sorte, de cette opération, et que j'étais en contact aussi avec les généraux. C'est moi, je distribuais des contacts, j'ai donné des tactiques. Donc finalement, ils me donnent une force. Et jusqu'à ce qu'ils sont allés à dire que, étant ici, à 6000 km de Bamako, que j'arrive quand même à donner la position réelle de l'armée malienne à JINIM. Donc, mais pour terminer, pour dire qu'aujourd'hui, on a 2 forces. C'est-à-dire 2 forces hostiles au pouvoir central. On a des FLA, on a aussi le JINIM, et l'autre côté, même si on ne parle pas beaucoup... Les FLA, ce sont les Touaregs. Oui, les indépendantistes, comme on a dit, les ex-groupes rebelles, et aussi on a le JINIM, on a aussi l'État islamique au Grand Sahara. Donc, mais on ne parle pas beaucoup de l'État parce qu'ils sont vers dans la région de Gao, Menaka, etc. Et tout. Mais le JINIM a changé sa posture. Quand je dis ça a changé sa posture, même les discours ont changé. Avant, c'était les discours, la charia, la charia, la charia. Il faudrait que le pays soit gouverné par la charia et la loi islamique. Mais aujourd'hui, quand on regarde, quand on écoute les discours, ce sont vraiment des discours politiques. Ils appellent des jeunes. Par exemple, le numéro 2 du JINIM, Mahmoud Bari, lorsqu'il la fête de Tabaski, dans son discours, il a fait appel aux femmes. Il a même cité pour dire que quand il y a eu des djihad, c'est les femmes qui sont toujours là, en avant, en première ligne pour soutenir les hommes. Il a fait appel aussi aux universitaires, aux politiques, aux journalistes, aux activistes, aux intellectuels du pays pour se réunir autour. Donc c'était véritablement un discours politique. Et de l'autre côté aussi, quand on regarde, à chaque fois quand il parle que Bamako n'arrive plus. Avant, ils disaient, oui, on veut la charia, on veut que la charia soit appliquée. C'était ça les discours. Mais maintenant, ils sont beaucoup plus dans l'aspect gouvernance. C'est ça. Donc, ça montre que les données ont changé. Et même le drapeau. Avant, on voyait tout le temps le drapeau noir. À chaque fois qu'il y a une attaque quelque part, on voyait le drapeau noir avec l'écriture en arabe, en blanc. Mais aujourd'hui, on voit le drapeau a changé aussi de couleur. Le drapeau noir, drapeau blanc comme en Syrie. Et de l'autre côté aussi, de l'autre aspect, quand on regarde l'aspect, comment dirais-je, les slogans, avant quand ils faisaient des attaques, c'était toujours Allahu Akbar. Oui. Allahu Akbar. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? À chaque fois quand il y a des attaques, Sakirabe, Sakirabe. C'est-à-dire? Sakirabe, quand j'ai demandé, ils ont dit que c'est un peul. Sakirabe, ça veut dire la communauté. C'est comme ils s'adressent, ce n'est plus Allahu Akbar, mais la communauté.
Sakirabe. Donc, le discours est beaucoup plus politique. Beaucoup plus politique aujourd'hui qu'avant. Donc, on peut dire que ça a changé complètement et on peut dire que le JINEM a connaissance aussi de changer sa ligne et ils ont dans la dynamique politique et de gouvernance, parce que quand ils font appel à des intellectuels du pays, à des politiques, à des journalistes, à des femmes et des jeunes, donc ils sont dans la dynamique de gouvernance. Ce qui était prévisible d'ailleurs, hein, quand on connaît un peu la dynamique de ces mouvements djihadistes. Absolument. Merci beaucoup Malik de ces éclairages. On va passer à un deuxième sujet, crash démocratique en Tanzanie. Après plusieurs jours de manifestations contre le pouvoir et après l'élection contestée de la présidente sortante Samia Suluhu Hassan, avec 98% des voix, le bilan de la répression est particulièrement lourd. Plus de 1000 personnes tuées. Hein. Et comment on est arrivé là? Comment la Tanzanie, qui s'était engagée dans un processus prometteur de démocratisation, en arrive aujourd'hui à un tel désastre? Alors, je me tourne vers vous, justement, Alfred, hein, je me tourne vers vous. Comment en est-on arrivé à cette élection présidentielle de tous les dangers? Rappelez-nous en quelques mots la chronologie des faits. Alors, en fait, avant d'en arriver là, il faut remonter à Magufuli lui-même. Qui, lors de la dernière élection présidentielle en 2020, avait procédé exactement de la même façon. C'est-à-dire neutraliser l'opposition, interdire les manifestations, et puis s'imposer dans les urnes, avec la même aussi attitude vis-à-vis des médias, d'Internet. Cette fois-ci, ce qui arrive, c'est que Samia Suluhu Hassan avait deux écueils importants. Le premier, la question de sa légitimité en tant que présidente du parti. Déjà, Magufuli avait eu un problème parce qu'il avait confisqué la présidence de Chama Mapinduzi. Bien. Et donc, elle était contestée en interne parce que certains voulaient qu'en interne, il y ait une primaire et puis voir qui aurait pu justement emporter cette primaire, être le candidat du parti. Ça, c'est un. Deux, elle avait suscité un espoir immense au point de vue économique au début, hein, quand elle est arrivée. Et puis, ça a commencé à se dégrader, donc il y a ce fond de crise économique. Et donc, il fallait qu'elle s'impose par la force, d'abord en interne, et ensuite à l'intérieur de la vie politique tanzanienne, neutraliser l'opposition, c'est ce qu'elle a fait. L'organisation des élections est arrivée justement dans ce contexte-là. Le problème, c'est que, la jeunesse tanzanienne n'était pas contente, et on a pensé à ce qui s'est passé à Madagascar à un moment donné. On parlera dans quelques instants. Voilà. Et puis, l'appel de l'opposition au boycott et à manifester. Et la réaction, effectivement, de l'armée, alors le Chama Mapinduzi dit non, nous, il n'y a pas eu usage excessif de la force. Un millier de morts quand même. Eux, ils disent pour l'instant, comme ça. C'est ça, un bilan voilà, provisoire. Oui, oui. On parle maintenant de crimes contre l'humanité. Hein. On est au-delà, je dirais, de la répression classique, ordinaire. Oui, oui. On parle de crimes contre l'humanité. Oui, le secrétaire général des Nations Unies a demandé qu'on diligente une enquête rigoureuse et impartiale pour savoir effectivement les tenants et les aboutissants. Donc, on en arrive justement à cette répression et à la confiscation, à la fermeture des médias, etc. Des opposants emprisonnés. C'est ça. Voilà. Donc, voilà, on est en fait dans cette dynamique qui a commencé avec vraiment Magufuli, la question de la légitimité à la tête du pouvoir. Et puisque c'est une femme aussi, elle a souffert beaucoup justement de ce phénomène. Enfin, une femme, alors, c'est pas une excuse. Non, c'est pas. Non, mais justement, c'est ce que je disais. J'ai dit au fond. On parlait des hommes forts, maintenant c'est une femme forte. Exactement, comme disait l'autre, le président fondateur au féminin a fait effectivement ce que tous les autres ont fait par le passé. Mais trêve de plaisanterie. On ne plaisante pas du tout. C'est ça. Mais ce qu'il faut dire effectivement, c'est qu'il faut une pensée pour toutes ces victimes innocentes qui meurent. Et déjà en 2015,
première arrivée au pouvoir de Magufuli, il y avait eu des manifestations et des morts. 2020, la même chose. Et la question qui était posée alors à ce moment-là, c'était de dire pourquoi ces dernières années, justement, alors que la Tanzanie était dans une bonne trajectoire démocratique, C'est ça. on en arrive à des morts C'est ça. avant, pendant, après l'élection. Et un score quand même, un résultat, 98% des voix, ça ressemble à une provocation dans ce contexte. Mais absolument, c'est-à-dire que au fond, elle n'est pas loin de Kagame avec les 80%. Non, surtout que le bureau de vote était vide. Donc, mais oui, non, il y a eu des... Je vous vois venir, Alfred. Ah oui, oui, on est d'accord là-dessus. Le bureau de vote était vide. Il y a- Bon, les comparaisons, ça... Non, dans certains endroits, effectivement, les jeunes ont saccagé les bureaux de vote. Hein. C'est Ah oui, oui, c'est oui. documenté. Ah oui. Oui, oui. Et Partout, les l'Union observateurs- africaine, pour une fois, c'est plutôt rare d'ailleurs, C'est ça. critique vivement les conditions dans lesquelles ces élections se sont déroulées. On parle de Exactement. bourrage d'urnes, Tout à fait. d'élections non transparentes. Enfin, le dossier de l'Union africaine est plutôt épais. Même Sadek, absolument. qui est censé être pro. Bon, Alfred, il a parlé Rapidement, hein. Oui, il a parlé du président Magufuli. Magufuli, c'est quelqu'un qui a été aimé par les Tanzaniens. C'est, comme on l'appelle, le bulldozer. Mais en réalité, quand Madame Ça, c'est au départ. Hein. Suluhu est arrivée au pouvoir, c'est qu'elle n'était pas préparée. C'est presque comme un accident parce que Magufuli est mort C'est ça. accidentellement. Bon, un peu. Et Non, ce qui s'est pas pas- accidentellement. Ah oui, bon, pas accidentellement, oui, mais Le on Covid avance l'a beaucoup. emporté. Ne faites pas de sous-entendu, dites Le à ceux Covid qui... l'avait Le emporté. Covid, mais les Tanzaniens disent pas, ils disent autre chose. Ils disent quoi? Dites-le. Bon, ils disent qu'il a été éliminé. D'accord. Les gens le disent. hein. Alors, ce qui est arrivé, c'est que Mme Suluhu, quand elle est arrivée au pouvoir, c'est qu'elle était pratiquement, elle n'était pas bien préparée. Elle a cherché un soutien. Et le soutien qu'elle a trouvé, c'est l'ancien président Kikwete. Et cet ancien président était connu pour la corruption, les mauvaises relations, même avec les autres pays. Et donc, du coup, c'est lui qui... Il n'est pas à la tête du parti, mais en réalité, c'est lui. Et il est un ancien lieutenant-colonel de l'armée qui maîtrise bien l'armée. Et donc, c'est lui, finalement, qui pousse, qui maintient la corruption, qui maintient vraiment la haine contre le pouvoir aujourd'hui. Et à un certain moment même, on a vu, par exemple, en Ouganda, il y a eu un sommet des chefs d'État des pays. Et ils ont vu débarquer l'ancien président Kikwete à côté des autres présidents pour représenter la présidente, alors qu'elle est... Donc, on peut dire vraiment ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui s'est passé dans ces jours. Même Sadek qui est vraiment pro-tanzanien, la communauté disent bien que les urnes ont été bourrées, que ça a été, il n'y avait pas des gens pour voter. Et on comprend mal comment, par exemple, quelqu'un qui a eu 97% peut 98. prêter serment, 98%, peut prêter serment dans un camp militaire. S'il a été élu par la population, il pouvait le faire devant tout le monde. On va s'en tenir à cela pour aujourd'hui. On aura l'occasion d'y revenir hein, parce que Bien sûr, la c'est pas situation encore... n'est pas stabilisée comme on l'a dit. En tout cas, la situation, pour l'instant, elle est toujours aussi... enfin, la tension est toujours vive en Tanzanie. Et la question qui se pose, évidemment, c'est de savoir si, en Tanzanie, un espace démocratique est encore valide aujourd'hui. La question se pose, bien entendu. On va, sans transition, comme on l'a dit, on va parler de Madagascar. Madagascar, un nouveau gouvernement a été formé fin octobre, 2 semaines après la chute de l'ancien régime et la prise du pouvoir d'État par une équipe dirigée par le colonel Michael, vous allez m'aider à dire le nom, Randrianirina. Randrianirina. Voilà, merci beaucoup. Ce dernier a ordonné à ses ministres de réaliser en 2 mois le programme dit de la refondation, faute de quoi, dit-il, ils seront remplacés. Alors, je me tourne vers vous, mon cher Grégory. Alors, dans ce nouveau gouvernement, 29 ministres, c'est ça? On trouve des visages jusque-là inconnus du public, mais aussi des classiques du paysage politique, de la scène politique malgache. Ce qui veut dire à certains malgaches qu'on prend les mêmes et on recommence. Qu'est-ce qu'il faut penser rapidement de ce gouvernement? C'est un peu, on l'avait déjà dit ici sur le plateau, hein, dès lors que on était sur une remise en question d'un système, et le fusible, ça a été le président Ondra Joen, premier responsable de la situation à Madagascar.
Mais la classe politique, c'est toujours la même. Donc forcément, on est obligé de composer avec. Et du coup, il n'y a pas véritablement de surprise dans la nomination de ce gouvernement. Moi, ce que j'ai envie d'observer dans ce qui est en train de se passer, c'est plusieurs choses. La première, je suis très surpris du positionnement de la communauté internationale. Tout le monde a plus ou moins avalisé l'arrivée de ce nouveau pouvoir. Il n'y a pas de contestation. On voit que les aides internationales vont reprendre et vont travailler avec les autorités malgaches. C'est une bonne chose pour la population, mais on peut être surpris en tout cas du positionnement quand on pense par exemple à 2009 ou ce qui s'est passé avec justement Hans Rajwen quand il y avait eu ce coup d'État. Ça, c'est la première chose. Il faudra observer surtout, parce que en fait, on est très attiré par Michael Randrianirina, mais derrière, c'est en train de se jouer. On voit bien Makravalman, il est déjà en train de se préparer. Il s'est retiré d'une plateforme qui était une plateforme d'opposition, où figurait notamment Siten, qui est aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale. Donc on voit bien que les gens sont déjà en train de se préparer pour l'après. Donc il y a un risque de recycler des dinosaures, comme disent... Oui, bien sûr. C'est pour ça que de toute façon, là ce qui va se passer clairement, c'est qu'on va voir comment va se comporter le gouvernement. Et c'est pour ça qu'il nous donne des échéances en disant, je donne 2 mois. C'est pas en 2 mois qu'on déploie toutes ces capacités. Oui. Le minimum, c'est 90 jours. Non, mais les militaires, oui. Les militaires, c'est quand même un problème. Comment tu peux donner 2 mois à un gouvernement pour faire des miracles par rapport à... Oui, vous voulez dire que c'est une junte qui est au pouvoir à Madagascar aujourd'hui? Bah écoutez... mais dites-le, Alfred. Oui, c'est un colonel qui est le président de Madagascar. Donc la junte est au pouvoir. Et c'est pas sûr qu'il va céder le pouvoir. moi, je pense, quand j'y vois les 2 mois, je ne vois pas forcément, bien évidemment, quelque chose de constructif en termes politiques. Je vois plus en termes de posture. On l'a dit ici à Panel Hebdo, le problème de corruption, c'est le gros problème à Madagascar. Donc on va voir comment vont se comporter ces dirigeants face à ça, parce qu'il va y avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, des aides internationales, un certain nombre de choses qui vont être mises en place, notamment sur l'électricité et l'eau. Et on sait ce qui touche à Madagascar, notamment avec la Jirama, qui est la société qui gère l'électricité. La question qui est au cœur quand même du débat, Grégory, est-ce que ce pouvoir qui est en place aujourd'hui, qu'on peut considérer donc comme un pouvoir de transition, on est bien d'accord? Exactement. Est-ce que ce pouvoir peut tenir les promesses de la révolte de la génération Z? Est-ce que le régime est en capacité de remplir le cahier des charges de cette révolte? Moi, vous savez, je déplacerai un peu la chose, et je pense que c'est comme ça qu'il faudra agir avec le temps. Là, il faut vraiment que chacun entre dans son rôle. La classe dirigeante sait ce que voulait la Gen Z, et la Gen Z doit maintenir une pression sur cette classe dirigeante. C'est ça qui est en train de se jouer actuellement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Gen Z a réagi aux nominations du gouvernement et du Premier ministre. C'est pour ça qu'elle elle propose aussi des idées, parce que là, actuellement, quand même, c'est la loi de finances qui est en jeu, et notamment les budgets qui vont être alloués. Et ce qui est aussi intéressant dans cette Gen Z, c'est qu'il y a une alliance avec les syndicats, avec les groupements d'entreprises. Donc on voit qu'à Madagascar, c'est ça qui est en train de se construire là. Et donc il ne faut pas se polariser uniquement sur la classe dirigeante, parce qu'on sait très bien que sinon ça va produire les mêmes effets qu'on dénonçait il y a encore auparavant, il y a quelques mois encore avec le président Rajwen. Merci de cette concision, de cette belle synthèse, mon cher Grégory. Un mot, Malik, pour terminer. En fait, moi je pense qu'en Afrique aujourd'hui, on a tendance à avoir de la confiscation du pouvoir. Même le transfert même du pouvoir, parce que les chefs d'État sont beaucoup plus préoccupés comment faire pour préserver leur pouvoir, leur confort, que de bâtir un avenir meilleur pour le pays, que de travailler pour la population. Et aussi, ils sont dans la même dynamique aussi de barrer la route aux opposants, ce qui a amené en Tanzanie et pareil aussi à Madagascar. Et ces coups d'État aussi, on a l'habitude aussi, sauf le Sénégal a été une exception. Parce qu'au Sénégal, la situation était arrivée à un moment donné où on pensait même que Macky Sall aussi allait subir le même sort que le pays de l'AIS. Mais dans les autres pays, on a tendance à voir, une fois que le peuple se lève pour réclamer quelque chose, l'armée contourne. Ils prennent le pouvoir, le peuple est en quelque sorte est écarté, le pouvoir en place est aussi écarté et l'armée s'installe au pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Donc toujours le peuple est victime de la situation. Il faut vraiment qu'on essaie de faire en sorte que pour qu'on puisse avoir une bonne gouvernance dans nos pays. Et aussi la démocratie, si je parle de la démocratie, je parle du transfert du pouvoir. Si vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez promis au peuple, mais céder le pouvoir à celui qui peut faire quelque chose pour bouger les lignes. Moi, je vois ça comme... tant qu'on n'arrive pas à trouver une solution à cela,
on va toujours continuer à avoir des successions de coups d'État, tentatives de coups d'État, d'agents qui va diriger un pays et on va continuer toujours dans ce sens-là. Merci beaucoup Malik. Merci d'être venu Malik Konaté. On aura l'occasion de vous réinviter. J'espère que vous reviendrez. Même Ce sera plaisir. avec grand plaisir. Merci Gratien Rokindekiza. Merci Grégory Sileni. Merci Alfred Changolokoro. Merci à vous. Merci à l'exceptionnelle et très patiente équipe technique. Moustapha Kanté et Romain Clicquot de Menck. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.